Bonjour à tous et bienvenue dans Be My Guest, l'émission live dédiée à l'écosystème automobile et aux nouvelles mobilités. Nous sommes en direct sur LinkedIn, Twitter, YouTube et Facebook. Je suis Stéphanie Cantel et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir dans l'émission Gérard Daboville, le docteur Georges-Philippe Fontaine, Régis Thomas du garage Méca Passion 29 et Natalia, une réfugiée ukrainienne. Parti le 6 mars de Quimper en Land Rover Defender pour livrer 1,5 tonne de médicaments en Ukraine, le navigateur Gérard Daboville et le docteur Georges-Philippe Fontaine sont rentrés à la fin de la semaine dernière, ramenant avec eux 2 réfugiées ukrainiennes, Natalia et Daria. Pour Be My Guest, ils ont accepté de témoigner du drame humain qui se joue aux portes de l'Europe, mais aussi des conditions difficiles de circulation et des précautions à prendre avant de se rendre sur place pour une mission humanitaire. Alors tout d'abord, merci à tous les trois, tous les quatre, de venir témoigner dans Be My Guest. Et tout d'abord, je vais commencer par présenter celui qu'on ne présente plus, Gérard Daboville. Donc Gérard, tout le monde connaît le grand navigateur qui a traversé il y a 30 ans le Pacifique à la rame. On connaît moins l'amateur de voitures et de sport mécanique. Tu as fait le Dakar en Kawasaki avec tes 4 frères en 1980. On connaît moins aussi l'homme politique et engagé. Tu as été député européen et tu es actuellement coprésident de l'association Marins sans frontières. Il y a aussi l'homme d'action sur le terrain. Tu étais à Sarajevo pendant le conflit serbo-croate. Tu as donc une expérience du terrain en zone de guerre et on y reviendra. Georges-Philippe Fontaine, vous êtes médecin, vous dirigez le centre de médecine nucléaire Georges Charpak à Quimper. Vous êtes également très engagé dans la vie publique, vous êtes notamment conseiller municipal. Et cette mission humanitaire, en fait, c'est votre initiative. On va y revenir également. Et enfin, Régis Thomas, vous êtes gérant du garage Méca Passion 29 qui nous accueille aujourd'hui et qui a préparé le véhicule dans lequel Gérard et Georges-Philippe se sont rendus en Ukraine. Alors, tout d'abord, Georges-Philippe, bonjour. Et dites-moi, vous êtes donc à l'initiative de cette mission humanitaire. Comment est né ce projet ? Il s'agissait de s'engager, mais avec une visée proactive pour être dans l'action, pas se contenter de manifester sa tristesse et son mécontentement sur les réseaux sociaux. Donc, j'ai, après le début de la guerre, pris la décision de partir, apporter une aide physique réelle à ce peuple ukrainien en souffrance, avec 3 objectifs. Le premier, c'était celui d'apporter du matériel médical et humanitaire. Le deuxième, c'était celui de défendre les valeurs de liberté qui nous est chère ici en France. Et le troisième, c'était celui d'apporter un soutien moral, physique, de réchauffer le cœur de cette population en allant directement auprès d'elle, lui apporter le témoignage de la France et de l'Occident en direct et en réalité. J'imagine qu'un tel projet, ça se prépare longtemps à l'avance. Vous y êtes pris combien de temps avant le départ, le 6 mars dernier ? Oh non, pas du tout. Je suis parti le dimanche et le mardi matin, le mardi d'avant, j'avais pris ma décision, le temps de m'organiser avec mes associés qui ont bien voulu me laisser partir et travailler, entre guillemets, pour moi. Et puis ensuite, de rassembler, d'organiser la collecte des médicaments, prendre les contacts à travers les associations ukrainiennes de Quimper, prendre les contacts avec les médecins locaux, en particulier de l'hôpital universitaire de Lviv, pour pouvoir amener l'aide la plus efficace et répondre au maximum à leurs besoins. Donc, une fois ces besoins connus et identifiés, il a fallu rassembler et collecter ce matériel médical, donc l'acheter. Et pour ça, je me suis fait grandement aider par
la directrice de la pharmacie, la chef de service de la pharmacie du centre hospitalier de Quimper, qui m'a aidé à commander avec des délais rapides les médicaments. Et puis ensuite, récupérer toute l'aide humanitaire que les associations ukrainiennes pouvaient rassembler, notamment des médicaments qu'il a fallu trier et mettre dans des cartons. Puis ensuite, charger le matériel, s'acheter un sac de couchage, un couteau de survie et partir. Alors, comment avez-vous réussi à convaincre Gérard Daboville de vous rejoindre dans cette expédition? On avait un rendez-vous pour parler de bateaux classiques. Et je l'ai appelé pour lui annoncer que je comptais annuler ce rendez-vous pour partir en Ukraine. Et il m'a dit qu'il voulait faire exactement la même chose, annuler ce rendez-vous, parce que lui aussi avait l'intention de partir. Et là, j'ai vu tout de suite l'homme d'action en face de moi, et je lui ai dit, écoutez, j'ai une place dans ma voiture, je vous emmène. Et voilà, il n'a pas tardé à me donner sa réponse, et il est parti en zone de guerre, à son âge, avec un individu qu'il ne connaissait pas, ou très peu. Et voilà, c'est là où on voit que c'est quand même un monsieur qui a l'aventure qui lui coule dans les veines. Alors Gérard, je le disais tout à l'heure en introduction, tu as une expérience des zones de guerre puisque tu étais présent pendant le siège de Sarajevo, dans le conflit serbo-croate. Est-ce que cette expérience t'a été utile en Ukraine? Non, je dirais que de toute façon, les situations sont assez différentes. À Sarajevo, il s'agissait de pénétrer dans une ville qui était déjà totalement assiégée, donc de négocier notre passage avec les assiégeants, de perdre, en passant d'ailleurs un petit peu de notre cargaison qu'il a fallu donner, et puis afin de pénétrer à Sarajevo et ensuite de trouver des points de distribution, en général des parkings souterrains, qui étaient à l'abri des snipers qui étaient sur les collines entourant la ville. Là, c'était complètement différent puisque Georges Philippe avait déjà prévu des contacts, notamment à l'hôpital universitaire de Lviv, ce qui fait que d'une part, nous savions, Georges Philippe savait exactement quels étaient les besoins, donc on a pu apporter une aide ciblée, et puis ensuite, on avait déjà un réceptif qui était prêt à prendre ces médicaments. Alors, la mission n'était pas d'ailleurs seulement celle-là, puisqu'on avait aussi du matériel, des choses pour enfants, des couches, des couvertures, etc. Et puis, on avait également déjà dans la tête que peut-être au retour, on allait profiter de la place qui restait dans le véhicule pour ramener des réfugiés. Alors évidemment, comme le véhicule avait été mis en version transport maximum, il n'y avait pas beaucoup de sièges, donc on n'a pu en prendre que 2, mais ça s'est très bien passé. Et tout ça s'est déroulé à merveille. Et parmi les réfugiés que nous pouvions ramener, ça tombait très bien puisque leur réception était prévue et l'une d'entre elles s'est installée à Quimper. Alors, le choix du véhicule, vous êtes parti avec un Land Rover Defender TD5. Je pense qu'il a son importance aussi. C'est le véhicule de Georges Philippe. Vous l'avez fait préparer avant de partir par Régis Thomas du garage Méca Passion 29. C'est ça, c'est un Defender que j'utilise régulièrement pour faire des road trips avec mes enfants à travers l'Europe, aussi bien en Écosse qu'en Allemagne, en Italie, en Espagne. Et voilà, il avait été préparé pour le voyage avec un réservoir d'eau. Il a été légèrement surélevé. On a travaillé sur le refroidissement. Bon, on sait que c'est une machine rustique, fiable, qui roule pas très vite, mais qui est capable de manger beaucoup de kilomètres avec une charge importante. Et qui est capable quand il le faut, de faire un peu de tout-terrain avec une relative agilité. Alors, vous avez, juste avant le départ, eu un problème et la chaîne de solidarité sur le véhicule, la chaîne de solidarité s'est mise en place dès le début, en fait. Hein. Là, c'était la préparation initiale du Defender, mais avant de partir dans la précipitation, entre guillemets, parce que j'avais que quelques jours, j'ai confié le véhicule à Régis pour qu'il fasse les révisions
avant de partir, et il va vous raconter ce qu'il a fait sur le véhicule. Bonjour Régis. Bon, j'ai pas fait grand-chose, hein. J'ai fait la révision classique. Bon, après, contrôler, voir les niveaux, bon, il y avait des pneus quand même à changer, les freins à refaire. Et bon, le problème, c'est que le jeudi, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse fuite d'huile sur le véhicule. Et bon, le problème, pour avoir la pièce, on l'aurait eu que la semaine d'après. Donc, moi, j'avais un client qui a le même véhicule. Donc, je l'ai appelé pour lui demander si je pouvais emprunter la pièce dessus. Et bon, il m'a dit tout de suite de venir le récupérer. Donc, j'ai récupéré la pièce et à ce moment-là, le véhicule a pu être prêt pour le vendredi et puis pouvoir partir. Super. Donc, en fait, la route, c'est 3000 km depuis Quimper. On va voir, là, vous nous avez tracé votre itinéraire sur une carte. 3000 km aller, 3000 km retour. Comment s'est passée globalement cette route? Ça a été difficile? Alors, sur le plan mécanique, on n'a pas rencontré beaucoup de difficultés. On a perdu le bouchon de diesel sur la route. Heureusement, on a pu en trouver un à Cracovie. Et puis, on a eu du mal à faire. Il faisait tellement froid que le système de chauffage n'était pas assez musclé. Donc, Gérard a trouvé la solution en mettant un carton devant la calandre pour permettre le réchauffement du moteur. Et alors sinon, justement, oui, c'est la question que je me posais là quand j'ai vu les photos avec le carton dessus. Je me demandais à quoi ça servait. C'était donc l'isolation. Ça servait à diminuer le débit de froid dans le moteur et donc dans l'habitacle. Et donc, on a pu avoir chaud. Et Gérard, parce que c'est un artiste aussi également, n'a pas pu s'empêcher de mettre un petit drapeau breton sur le bret qu'il avait installé. Sinon, au cours du trajet, là encore, c'est une véritable chaîne de solidarité qu'on a rencontrée. Moi, j'avais beaucoup d'angoisse sur la sécurité de la cargaison. Et donc tous ceux qui m'ont hébergé ont assuré la sécurité du 4x4 et de la remorque. La remorque qui m'a été prêtée par le voyagiste Michel Salin. Et donc, on a à chaque fois assuré la sécurité du 4x4 et de la cargaison. Une fois chez les CRS de la compagnie autoroutière de Metz, qui a eu la gentillesse de me permettre de le garer devant leur fenêtre, devant leur caméra de surveillance. Ensuite, en Pologne, on a pu se faire héberger et ranger le 4x4 dans une grange. À Cracovie, encore une fois en Pologne, le 4x4 a été hébergé au fin fond d'un monastère et vraiment au fin fond d'un monastère. Au fin fond d'un monastère au centre de Cracovie, et il a été gardé visuellement par quelqu'un qui est resté quasiment toute la nuit devant à le surveiller. Donc et à chaque fois, on a rencontré un accueil chaleureux, fabuleux de la part de ceux qui nous ont hébergés. En Pologne, quand ils ont vu nos tenues qu'ils ont estimées beaucoup trop légères, ils se sont empressés de nous donner, et ils nous ont forcés à les accepter des vêtements chauds dignes de ce nom, avec une grande générosité. Et effectivement, ils ont eu raison parce qu'on a rencontré des températures qui étaient quand même assez glaciales. Alors, Natalia nous a rejoint. Donc, Natalia, qui est une réfugiée ukrainienne que vous avez ramenée de Lviv. Natalia, dobry dzień. Dobry dzień. Łaskawo prosimo. Дякую. Donc, Natalia, comment s'est fait la rencontre en fait avec Gérard et Georges Philippe? Як ви зустрілися з Жорж Філіпом і Жераром? Ми познайомилися у Львові. Я проживаю у Львівській області. Ми познайомилися, донька мене познайомила, Марта. Elle les a rencontrés à Lviv. C'est sa fille qui habite là-bas qui les a présentés à Natalia. Est-ce que Natalia avait des contacts en France?
У вас були якісь контакти в Франції? Ні. Non, Non, il n'y en avait pas. elle n'avait pas de contact. Vous êtes revenus, tous les deux, Gérard et Georges-Philippe, vous êtes revenus très marqués, je crois, de cette mission. Gérard, est-ce que vous pouvez nous dire un mot? Qu'est-ce qui vous a le plus choqué? Alors, ce qui m'a le plus frappé, on va dire, c'est la détermination de la population là-bas. Hein, et il faut savoir que les réfugiés qui viennent en France, ils sont là parce qu'ils ne peuvent pas combattre, mais tous ceux qui peuvent combattre restent là-bas. Nous avons rencontré, tenez-vous bien, j'ai discuté avec une femme qui partait pour Marseille, donc on lui a parlé un petit peu. Et question, vous allez où? À Marseille, comment? Avec mes 2 filles. Ah bon, mais vous avez un point de contact? Oui, oui, je laisse mes filles, mais je reviens pour me battre aux côtés de mon mari, une femme de 35 ans. Donc vous voyez l'état d'esprit, je peux vous dire que ce sont des gens qui ont du sang dans les veines. Hein. Et Poutine a des soucis à se faire parce qu'ils sont très, très, très déterminés. Est-ce que, Nathalie, est-ce que vous avez des amis, de la famille qui se bat actuellement en Ukraine contre les Russes? У вас є друзі або хтось з сім'ї, хто зараз воює проти ворога? У мене в Росії, в Москві, біля Москви є таке місто Ногінськ, там є рідна моя тьотя і є моїх 3 брати в Москві, але вони не воюють проти України. Ні, але у вас. Elle a dit qu'actuellement, elle a un frère et 3 sœurs qui habitent à Moscou, mais eux, ils ne se combattent pas contre l'Ukraine. Oui, alors il faut préciser effectivement que Natalia est de père ukrainien et de maman russe. Donc, effectivement, elle a de la famille dans les 2 pays. Oui, c'est ça. C'est souvent le cas. Ouais, ouais. Et par contre, elle a personne de sa famille qui se combat sur le sol ukrainien contre l'invasion. D'accord. Et quelle est sa position par rapport justement à l'invasion des Russes, puisqu'elle elle a les 2 nationalités dans le sang, en fait? Ми, українці, не хочемо війни і ніколи, ми навіть не могли такого придумати, що Росія може воювати з Україною. Адже війна несе смерть, голод, розруху. Nous, les Ukrainiens, on ne voulait jamais avoir la guerre. On voulait vivre en paix et on n'a jamais pu imaginer que nos voisins slaves puissent nous attaquer et faire la guerre en Ukraine sur nos sols. Et, car la guerre, ça ramène la mort, la famine et tout le malheur du monde. Et comment sa famille en Russie, à Moscou notamment, réagit par rapport à ce conflit? І як ваша сім'я, яка в Москві, реагує на цю ситуацію? Дзвонила до мене моя тьотя і сказала, що я не вірю, що російські солдати стріляють в українців. Sa tante, elle a appelé et elle a dit qu'elle ne croit pas que les soldats russes tirent sur la population civile. Вони не хочуть війни, але кажуть, що це все політика. Ils disent que les Russes ne veulent pas la guerre, mais tout ça, c'est purement politique. D'accord. Et il y a une propagande, enfin, il y a des manipulations d'images, etc. En Russie, on leur fait croire, en fait, que... Quelle est la propagande, en fait, en Russie par rapport à ce conflit? Ви знаєте, якщо є там пропаганда в Росії щодо цього конфлікту? Там диктатура, вони бояться. Вони бояться виходити на вулиці і протестувати проти війни. Їх забирають автозаки. Là-bas, c'est une dictature et toute la population russe a peur d'aller dans la rue et protester contre ça. S'ils vont protester, ils vont être arrêtés. Alors, comment se passe la vie au quotidien là en ce moment en Ukraine? Est-ce que l'arrivée des Tchétchènes a changé le conflit en fait? Est-ce que c'est devenu encore plus difficile si c'est possible? Як проходить зараз життя в Україні в
в час цього конфлікту, і, наприклад, коли приїхали чеченці, щось змінилося? Життя в Україні. Український народ з'єднався і я не знаю, чеченці, я не знаю. Я за Чечню я не знаю, я вже тут була в Франції. Я вже тут в Франції, певно, була. Alors, ce conflit, il a vachement réuni tout le peuple ukrainien. Український народ допомагає воїнам, збирають допомоги, по селах збирають продукти, в'яжуть сітки, допомагають армії. Український народ з'єднався в боротьбі проти ворога. Tous les Ukrainiens de tous les âges sont réunis à apporter n'importe quelle aide qu'on peut aux militaires qui combattent l'ennemi. Donc, ça peut être les personnes âgées qui préparent à manger dans les petits villages et qui ramènent aux soldats, ou ça peut être les enfants qui commencent à fabriquer les fils de protection militaire. Donc, voilà, tout le monde est réuni pour apporter son aide et puis sa contribution. Alors, Gérard et Georges-Philippe, comment se passe la vie au quotidien? Comment les Ukrainiens, en fait, s'approvisionnent-ils en nourriture, en médicaments, etc.? Est-ce qu'il y a encore des magasins? Comment ça se passe? Ça dépend complètement où. C'est ça le problème, hein, c'est qu'il y a dans le pays, il y a des zones totalement en guerre. Vous voyez les images catastrophiques, où là, les gens survivent comme ils peuvent. Et puis, il y a des endroits comme Lviv, la ville où nous étions, où vous vous dites, tiens, mais c'est la paix, il fait beau, voilà, un beau samedi de début d'été. Mais tout ça peut changer d'un jour à l'autre. Une nuit, il y a eu un bombardement à quelques kilomètres parce qu'il y avait là une base d'entraînement. De temps en temps, il y a les sirènes voilà, on sent que tout peut basculer d'un instant à l'autre. On peut passer d'un état de paix voilà, relativement confortable à un état de guerre totale. Mais je vais laisser Georges-Philippe qui a peut-être notre opinion. On sent que c'est là où on était à Lviv, c'est une ville de l'arrière. On a beaucoup de monde parce que c'est comme un petit peu si Paris s'était réfugié à Lyon. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées en voiture, qui ont garé leur voiture et qui sont parties en Pologne, par exemple. Donc, on a beaucoup de difficultés de stationnement. Les gens, même si ils ne sont pas directement menacés, on sent quand même la présence de la guerre parce que les statues sont protégées, les vitraux sont calfeutrés en prévision des bombardements. C'est la guerre. Il n'y a pas d'alcool dans les restaurants. La vente d'alcool est interdite partout. Donc, on sent, même s'il n'y a pas de visualisation directe du conflit, qu'on n'est pas du tout dans une ambiance normale. Les gens sont tendus, tristes. C'est l'ambiance d'une ville de l'arrière, d'un pays en guerre. Et les routes, comment ça se passe sur la route en fait? Est-ce que vous avez rencontré des militaires sur la route? Est-ce que il y a des mines sur les routes? Est-ce qu'on peut se déplacer facilement ou Pour aller à Lviv, on doit s'arrêter devant des checkpoints, des barrages. Donc là, les militaires décident ou pas de vous arrêter. Nous, à l'aller, on a été arrêtés. Ils ont regardé ce qu'on avait dans notre remorque et dans notre camion. On est reparti. Voilà, on sent que la vie et les routes sont sous contrôle des militaires. Si on avait envisagé d'apporter des médicaments plus à l'est vers Zigovir, je ne sais pas si Jitomir, voilà, je le prononce mieux comme ça, Jitomir, et malheureusement on n'a pas pu y accéder parce que là les voies sont complètement bouchées. Il faut faire des détours, il faut passer par des checkpoints, il faut des autorisations spéciales, des procureurs qui vous délivrent et qui vous accompagnent pour vous rendre sur cette zone, pour se rapprocher du front. Et là, c'est impossible de passer. Alors Gérard, dans tous les cas, si des personnes, des Français décident de faire une mission humanitaire en France, dans tous les cas, il ne faut pas y aller comme ça de sa propre initiative, il faut prendre des contacts au préalable.
Disons que les bons sentiments, ça ne suffit pas. Il faut préparer un tel voyage. On ne fait pas 3000 km avec. D'abord, on ne fait pas ça avec 200 kilos. Hein. On essaye d'avoir un système, un véhicule, une remorque, quelque chose pour transporter, je dirais, allez, au moins 400-500 kilos. Là, on avait 1,5 tonnes. Ensuite, on prépare. On prend contact. On prend contact avec, par exemple, des médecins, comme on l'avait fait, comme Georges Philippe avait fait, pour savoir exactement ce qu'ils attendent, exactement ce qu'il faut apporter, ou avec des organisations humanitaires qui distribuent du matériel. Et puis, quand on est là-bas, on se présente, le cas échéant, au consulat de France, qui va vous dire, faites ceci, évitez cela. Voilà. Et puis, si on veut rapatrier des réfugiés, on prépare leur réceptif d'avance, parce qu'on n'arrive pas ici avec une famille ou 2 gosses et leur mère, et pour les lâcher n'importe où. Donc, on prépare avec la mairie pour être sûr d'avoir un logement, une école pour que les enfants soient vite intégrés. Et puis, on s'adresse à des associations d'Ukrainiens en France qui vont permettre justement d'avoir un accueil et une traduction. Donc, c'est un voyage qui se prépare un petit peu, mais qui est à la portée de tous ceux qui ont de la bonne volonté, voilà, et qui savent ce qu'ils vont faire. Alors, il faut aussi prévoir de très longues attentes à la frontière. Hein. Je crois que ça peut aller jusqu'à… Ah oui. Voilà. Je dirais que c'est presque la partie la plus pénible du voyage. Au retour, on n'a pas pris la route principale, la route qui va vers Cracovie, vers l'ouest, parce qu'on avait vu des queues énormes. Et puis, on nous avait dit, vous savez, ça peut durer 30, 40, voire 70 heures. Bon, on est passé par le sud et par la Slovaquie. On s'est dit, là, ça ira peut-être un petit peu plus vite. La photo que vous montrez, là, on voit des réfugiés qui passent cette frontière, justement. Alors, c'est très long. On est arrivé à 6 heures du soir dans une queue en voiture et on est passé le lendemain matin à 9 heures. Alors, vous imaginez, là aussi, si vous avez des gosses dans la voiture ou des personnes un petit peu âgées, c'est pas facile. Tout ça parce que vous êtes en voiture et puis vous avez des gens à pied qui remontent la chaîne et vous les voyez là sur l'image que vous montrez, qui eux sont évidemment prioritaires. Il pleut, c'est de la neige fondue, il fait froid. Donc les voitures attendent. Bon, on a attendu 15 heures, on s'en est bien tiré. Mais vous voyez que le retour peut être assez long. Alors, il faut dire que la plupart, justement, à cause de ces longues files d'attente, la plupart des cars qui transportent des Ukrainiens les déposent bien avant la frontière et ils continuent le chemin à pied. Donc, vous avez des personnes âgées, vous avez des femmes avec des bébés qui marchent jusqu'à la frontière pendant des kilomètres. Oui, parce que ceux qui viennent avec des cars, alors c'est sur la route principale essentiellement, celle qui mène justement, celle qui va droit vers l'ouest, qui passe à Cracovie. Là, il y a des autocars qui apportent jusqu'à la frontière, les gens marchent. Alors avec bagages et tout, c'est un spectacle un peu déchirant. Vous voyez d'ailleurs sur une image que vous avez montrée un soldat polonais qui les aide et qui porte les bagages. Et voilà, on les voit ici qui aident les réfugiés. Et ils prennent d'autres cars de l'autre côté de la frontière. Enfin, c'est vraiment un spectacle pitoyable. Hein. C'est terrible. À propos de frontières, il faut aussi préciser que si on veut passer en Ukraine, la moindre des choses, c'est d'avoir un passeport en règle. On a vu beaucoup de gens, malheureusement, arrêtés à la frontière parce qu'ils n'avaient pas de passeport. Donc, c'est plus l'Europe. Il faut un passeport pour rentrer en Ukraine. Et même quand on a un passeport, ça prend déjà 2-3 heures. Alors, j'ai lu des articles sur le conflit et j'ai lu des choses horribles, comme quoi il y avait des trafics humains. Est-ce que vous en avez entendu parler ? Alors, on n'a pas vu à proprement parler de trafic humain, mais on sait, et ça on en a entendu parler, que rien que pour l'aide humanitaire en matériel, une partie justement de ce matériel est laissée à la frontière ukrainienne, en Pologne, et puis parce que les gens donnent, les gens sont volontaires pour amener, les routiers pour amener ce matériel à la frontière, mais le passage de la Pologne vers l'Ukraine, c'est une autre paire de manches parce que c'est une zone de guerre. Les véhicules ne sont plus assurés, les personnes ne sont plus assurées, et si on a un problème, ça devient très compliqué. Donc déjà là, il y a un blocage, il y a un filtre sur le matériel.
Ensuite, j'ai entendu dire, alors je ne sais pas si c'est vrai, mais ce sont quand même des sources sûres, qu'une partie de ce matériel est pris en charge par des mafias. Donc, il n'arrive pas directement là où on l'attend. Et puis, en ce qui concerne les personnes humaines, le trafic d'enfants, etc., ça, malheureusement, on ne peut pas vous apporter de réponse parce qu'on n'y a pas assisté nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, c'est que l'aide la plus efficace qu'on puisse apporter, c'est vraiment de faire, comme on dit en moderne style, c'est le B2B, c'est-à-dire que voilà, donc on amène directement là où c'est utile, parce que sinon il y a trop de pertes en ligne. Alors, vous avez ramené avec vous Daria et Natalia, que vous ne connaissiez pas, que vous avez rencontrées sur place. Comment s'est fait cette rencontre? Elles ont été sages. Donc, elles étaient à l'arrière de la voiture. On peut leur demander d'ailleurs pour elles comment s'est passé le voyage, mais pour nous, elles ont été évidemment, bon, on ne parlait pas la langue, c'était pas très commode. De temps en temps, un petit coup de téléphone avec la famille de l'une ou de l'autre nous a permis d'échanger à minima. Mais je veux dire, elles ont supporté ce voyage bien long, bien fatigant, et notamment le passage de la frontière. Et puis je crois qu'elles étaient très heureuses d'arriver en France. Voilà, c'était leur but. Nous-mêmes, on était ravis d'avoir pu les aider, mais je préférerais qu'on lui laisse la parole. Mais Gérard, la question portait sur le comment vous vous êtes rencontrés. Ah, ben par relation locale. Quelqu'un qui nous dit, ben je connais une dame qui a besoin d'aller à Perpignan. Est-ce que vous pouvez le faire? Elle a, oui, mais comment ça va se passer là-bas? Ben, sa fille l'attendra à la gare. Bon, ben, très bien, on l'emmène à Paris, on l'installe dans le train, on téléphone à la fille, et puis ça se passe bien, voilà. Et puis, par ailleurs, quelqu'un d'autre qui, au fur et à mesure de nos contacts, dit, ah, mais ma mère, il faudrait vraiment qu'elle aille se mettre à l'abri quelque part. Et ben là, par les contacts de Georges Philippe, on lui installe un réceptif à Quimper et on la prend avec nous. Alors, on ne pouvait pas en prendre plus parce que le véhicule était en mode camionnette, hein, on va dire, il n'y a pas d'autre siège. Donc, voilà, mais ça s'est passé au mieux. On est coupé. On dirait qu'on est coupé. Ça y est, je vous ai perdu, là, ça y est, c'est reparti. Donc, vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, les aléas du direct, on a perdu la connexion là, pendant quelques secondes. Oui, donc je vais vous demander, Gérard, comment s'est fait cette rencontre avec Natalia et Daria? Où est-ce que vous les avez rencontrés? Eh bien, ensuite, on a eu un rendez-vous en ville, à l'heure dite, enfin, et au lieu dit. Mais je veux dire, là, je ne sais pas si vous m'avez entendu quand je vous disais que ça s'est passé par des contacts. Non, dans un cas, on nous a dit, on connaît quelqu'un qui va à Perpignan, sa fille est là pour l'attendre, parfait. Et dans l'autre cas, c'est quelqu'un qui nous a dit, il faudrait que ma mère puisse trouver un lieu sûr, et j'aimerais bien que ce soit en France pour des raisons de contact prix, etc. Et là, on s'est adressé à Quimper, c'est-à-dire à la municipalité, mais je vais laisser Georges Philippe vous expliquer comment ça s'est passé. Voilà, on s'est renseigné. Moi, j'avais un contact qui était conseiller municipal, Philippe Calves, qui était en lien avec la communauté ukrainienne Olena Boderen, notamment, qui s'est mis en contact avec les services sociaux de la mairie, l'adjoint aux affaires sociales, Madame la maire, et tout le monde s'est mis en route pour accueillir Natalia, pour lui trouver une famille d'accueil qui était là à l'arrivée. Et les choses se passent, j'allais dire, dans les meilleures conditions du monde. C'est pas vrai, mais dans ce contexte triste et de désolation, c'est peut-être un petit rayon de soleil dans le destin de Natalia. Alors Natalia, vous n'avez rien emporté avec vous, je crois, pour venir en France. Нічого з собою майже не взяли. Тільки необхідні речі. Les choses des premières nécessités. Et c'est quoi les choses de première nécessité? Наприклад, спортивний костюм, тапки, кросовки.
Juste une paire de baskets, un ensemble de jogging, Зубну пасту, сит. le dentifrice, une brosse à dents. Et comment s'est passée votre arrivée en France? C'était la première fois que vous venez en France? Це як пройшло ваше прибуття у Франції? Це перший раз, коли ви посиділи Францію? Так, я перший раз у Франції. Я навіть не могла такого придумати, що я побачу таку прекрасну країну, як Франція. І Париж мені дуже сподобався, дуже, дуже красиве місто. Це все я завдячую Джорджу Філіпу і Жерару, що вони надали мені таку можливість бути в такій прекрасній країні. Франція дуже прекрасна країна і дружелюбна, бо допомагає іншим країнам, зокрема Україні. Alors la France est un très beau pays et elle n'imaginait même pas qu'elle pourrait venir et faire ce voyage. Donc elle a vachement été impressionnée comment c'est très beau ici. Paris aussi, c'est une très très belle ville. Et donc elle est très contente, très heureuse en fait d'être accueillie en France parce qu'elle trouve que la France et les Français sont très accueillants pour les Ukrainiens. Et elle remercie énormément à Georges Philippe et à Gérard qu'elle puisse faire ce voyage avec eux. Alors, est-ce qu'elle pense retourner chez elle en Ukraine? Ви думаєте повернутися в Україну після цього? Франції дуже добре, прекрасно, але серцем я з Україною, своїм рідним Львовом, своєю домівкою. Alors la France est un très beau pays, très joli, mais mon cœur il est resté en Ukraine, à Lviv, et je compte retourner. Я обов'язково хочу повернутися на батьківщину. Хочу, щоб був мир, не було війни, і щоб можна було спокійно повернутися і працювати, жити в Україні. Elle pense que c'est obligatoire qu'elle retourne en Ukraine. Elle souhaite qu'il y aura la paix, qui soit restaurée et qu'elle revienne dans les conditions d'avant, qu'elle puisse continuer à travailler et vivre la vie d'avant. On le souhaite aussi. Alors pour terminer, Gérard, Georges-Philippe, si on veut aider en fait l'Ukraine et les Ukrainiens, de quoi ont-ils besoin? Alors, ils ont besoin en ce qui nous concerne notre spécialité, ils ont besoin de médicaments, ça c'est certain. Ils n'ont pas besoin pour l'instant d'aide médicale directe parce que leur système de soins, leurs médecins ne sont pas saturés. Ils ont besoin, pour les réfugiés qui traversent le pays, qui attendent un bus, un train, de matériel humanitaire à type de couverture, vêtements pour enfants, biberons, les maternisés, couverture de survie, des choses comme ça. Et ils ont besoin surtout de la solidarité du monde entier et notamment de celle de la France. Alors pour terminer, je vais juste afficher sur l'écran une adresse une adresse internet qui a été fournie par le gouvernement, c'est parrainage.réfugiés.info si vous souhaitez aider, accueillir des réfugiés ukrainiens. Donc c'est vraiment un site officiel, donc forcément très sérieux, qui apporte toutes les sécurités pour ce faire. Merci à tous les trois d'avoir témoigné. Дуже дякую, Natalia. Et merci encore d'avoir choisi l'émission pour venir parler de cette mission humanitaire et bravo pour ce que vous avez fait. Merci Gérard, merci Georges-Philippe, merci Natalia.